place ce qu'on appelle des sous-comités au sein des coordinateurs. Quand vous allez dans toutes ces entreprises privées qui marchent, vous trouverez ces sous-comités-là. Et dans ces sous-comités-là, on doit trouver des personnes, des professionnels qui maîtrisent des sujets. On parle des questions de RH. Allez dans beaucoup de conseils d'administration de celui, et nous savons tous. Faites l'expérience, faites des études. Quand on nomme quelqu'un DG dans une multinationale, il peut avoir 5-6 recommandations. Quand on nomme quelqu'un, ou quand on recommande, on dira, c'est un bon profil, hein. Il a été à tel endroit, il a fait telle formation. Quand on nomme quelqu'un DG d'une entreprise publique, là, on fait toutes les sortes de recommandations. Prenez-les s'il te plaît, placez-la même à la réception. Prenez-les s'il te plaît, ça fait 10 ans qu'il n'a pas travaillé. Très souvent. Et entre autres, le problème diagnostiqué, c'est justement les conflits qui existent entre les organes statutaires, c'est-à-dire le conseil d'administration. Vous trouverez également les... À la moyenne. Et quand vous avez le secteur bancaire, là, je peux vous permettre de vous le confirmer, je fais beaucoup de recherches dans le secteur. Là, au moins, je vous dis que c'est des données fiables, parce que là, toutes ces banques, parce que c'est des banques à l'autorité, parce que les recommandations de la encore une fois, pour tous les conseils, la transparence, toutes ces banques, en moyenne, la part de la richesse créée sur les banques, on parle des données étrangères, c'est 18%. Donc, quand vous voyez ça, c'est clair que dans nos entreprises, peut-être nous avons un sérieux problème. Et quand déjà la richesse créée n'est pas suffisante, on ne peut pas s'attendre à une rentabilité. Il ne faut pas rêver, on ne peut pas s'attendre à une rentabilité. Sans création de richesse suffisante, pas de rentabilité normative. Pourquoi on met normative? Parce que si l'activité, c'est la production de biens, on ne va pas compter sur les revenus financiers. C'est important, mais c'est d'abord les résultats issus de l'activité principale. En tout cas, là, on parle des rentabilités normatives. On peut avoir des subventions après les consos, mais quand on reste dans la rentabilité normative, normalement, il faut déjà commencer par la création de richesses suffisantes. Alors, pourquoi tout ça? Parlons maintenant de problématiques. Qu'est-ce qui explique cela? D'après en fait ma réflexion, je pense qu'il y a deux grands faits. On en parle souvent. Le premier, c'est la politisation de la gestion des entreprises publiques. Et le deuxième, c'est la qualité des ressources humaines et le manque de culture d'entreprise. Ce qui manque en fait dans les chefs de nos différentes entreprises. Alors, si je vais dans les détails rapidement, je parlerai des problématiques en même temps des recommandations. Quand on parle de la qualité des organes de gouvernance, aujourd'hui, il y a une question. Moi, je me pose bien cette question-là. Quand on nomme les mandataires publics dans les entreprises ou les portefeuilles, est-ce qu'ils se posent bien la question? Ils ont la conscience, ils prennent la conscience de la situation financière de ces entreprises-là. Parce que deux, qu'on les nomme, ce n'est pas un secret. Deux, qu'on les nomme, on parle juste des avantages et des coûts. Et on ne sait pas comprendre, à chercher à comprendre qu'est-ce qu'il y a effectivement dans ces entreprises-là. Et on oublie même l'intérêt général. Parce que quand on le nomme, on se dit, bon, on m'a placé là, c'est pour X d'intérêt. On oublie l'intérêt sociétal. Pourquoi on est là? La culture de la responsabilité. On ignore souvent, on ignore beaucoup de choses. Je parlais d'information financière. Les membres du conseil d'administration, la direction générale, ils sont exposés aux sanctions pénales en cas de production d'informations financières incorrectes. Ça, on ignore. Ils oublient la responsabilité. Donc, tout ça sont des éléments en fait qu'il faut prendre en considération. Et si on veut sortir de là, il faudrait reconsidérer l'influence de la politique dans la désignation des mandataires. On n'arrête pas d'en parler. Et dans la promotion du personnel. Et je crois que ça, c'est une recommandation que je ferai directement dans le ministère, c'est de voir les droits de prendre des décisions courageuses et audacieuses. Surtout pour garantir la performance et la pérennité de ces entreprises. Et un des points importants, au niveau des conseils d'administration, avoir les problèmes qu'on a dans les sociétés du portefeuille, il faut effectivement mettre en place ce qu'on appelle des sous-comités au sein des portefeuilles. Quand vous allez dans toutes ces entreprises privées qui marchent, vous trouverez ces sous-comités-là. Et dans ces sous-comités-là, on va trouver des personnes, des professionnels qui maîtrisent des sujets. On parle des questions de RH. Allez dans beaucoup de conseils d'administration de celui, est-ce qu'ils ont des sous-comités au sein des conseils qui traitent la question des ressources humaines? Il n'y en a pas. Généralement, il n'y en a pas. Les comités d'audit, on n'en a pas. Mais c'est là que vous voyez, là, je vais le souligner, mais aujourd'hui, quand on compare les administrateurs du secteur privé à
à celles du secteur public, ce sont celles du secteur public qui sont le mieux payées, des loin le mieux payées. Ce n'est pas un secret. Allez voir, on va présenter la situation de la création de la richesse. Quand vous prenez le secteur bancaire, les premiers te font un bénéfice net. Ce n'est pas un secret, c'est dans leur site, de plus de 150, 160, environ 180 millions. Mais allez demander combien tous sont faits là. Combien tous les administrateurs. C'est en fonction de leur prestation en tant que passif. La responsabilité incombe plutôt à la direction générale. Ce sont des éléments à intégrer. Il faut faire travailler les communautés, avoir des administrateurs qui peuvent réfléchir sur des questions importantes au sein de la société. Autre recommandation également, ça concerne en fait la gestion surtout des effectifs, parce que là, on peut le dire là. Au niveau de la gestion des effectifs, nécessaire prise de conscience collective. Pourquoi on dit prise de conscience collective? Parce qu'aujourd'hui, nous le savons tous. Faites l'expérience, faites des études. Quand on nomme quelqu'un DG dans une multinationale, il peut avoir 5-6 recommandations. Quand on nomme quelqu'un, ou quand on recommande, on dira, c'est un bon profil, hein. Il a tel emploi, il a fait telle formation. Quand on nomme quelqu'un DG d'une entreprise publique, là, on fait toutes sortes de recommandations. Prenez-les s'il te plaît, placez-la même à la réception. Prenez-les s'il te plaît, ça fait 10 ans qu'il n'a pas travaillé. Très souvent, on ne parle même pas de profil. Mais quand tu vois que ce contraire qui est nommé plutôt dans une entreprise multinationale privée, là tu commences par penser les compétences là. C'est comme continuer. Je suis dans le secteur public, j'ai l'opportunité, donnez-moi tout ce que vous avez, vous prenez tout ce qui fait là. Placez-les quelque part. Mais quand il s'agit du secteur privé, la bonne chance. Donc ça c'est un élément important. Autre chose également, il faut réfléchir à cela, parce que j'avais souligné cela tout à l'heure, la question de décisions courageuses et audacieuses. Il faut un diagnostic RH, un plan, la mise en place d'un plan de restructuration. Donc, pour le départ, il faut que les dirigeants soient en mesure de ce n'est pas mauvais que les gens puissent se promener, qu'ils puissent apprendre d'autres questions, parce que j'ai vu que mes collègues dans la réseaux aujourd'hui des directeurs, mais c'est à ce moment-là qu'ils auront besoin d'apprendre le commercial. Maintenant, il faut qu'ils soient formés sur les éléments essentiels, sur l'entreprise, sur les rôles du syndicat, sur la mission, des choses qui peuvent permettre à ce que le dialogue social soit de qualité. Je n'ai pas envie de continuer l'insuffisance des formations, surtout lorsque vous allez prendre des décisions demain. Demandez au ministre du Travail qu'on ait des critères. Pour être délégué syndical, ça ne suffit plus de bien parler. Il faut qu'il y ait un critérium qui vous permet de comprendre les questions de plus que de ton métier. J'ai déjà travaillé avec un délégué syndical qui était chauffeur, et lorsqu'il fallait acheter les véhicules dans l'entreprise, il y a deux catégories de véhicules qu'on peut acheter dans l'entreprise, des véhicules utilitaires et des véhicules de service. C'est qu'on donne aux dirigeants. Il dit, bah, nous sommes battés. Nous sommes battés. Nous, on est mal payés. Et puis, tout ce qu'on il a oublié qu'il était engagé chauffeur. Il faut qu'il y ait un véhicule pour qu'il puisse exercer son métier. Si on a des directions financières, si on a des gens à qui on paye les salaires, s'ils ne sont pas en mesure de produire des formations financières 12 mois après, c'est grave. Troisième recommandation, c'est vrai qu'on parle de tout ça, il faudrait penser à la recapitalisation. De fois, on nous dira, l'État n'a pas de moyens. Si c'est le cas, je crois qu'on en a parlé également dans les panels précédents, pensons à l'ouverture du capital, mais comme je l'ai dit, après une évaluation économique de ces sociétés. Les problèmes qu'on a ici, je crois que quelqu'un l'avait souligné dans les panels précédents, on ne connaît pas la valeur de nos entreprises. Une entreprise, ce n'est pas que les résultats nets. On doit également connaître la valeur de son entreprise. Parce qu'une entreprise peut avoir des fonds propres négatifs, des capitaux propres négatifs, mais du point de vue économique, ça fait qu'on a beaucoup d'argent. On l'a vu dans les sociétés de télécommunications ici, il y avait pas mal qui avaient des fonds propres négatifs, mais la valeur économique dépassait les 500 millions. Il y en a, on en a connu ici il y a 5, 6 ans, 7 ans. Donc c'est un élément qu'il faut également intégrer. Quatrième, je crois que là il y a une petite copie là, donc là ça se répète. Mais quatrième, c'est renforcer les capacités et sensibiliser les mandataires sur les enjeux réels des sociétés.
Il ne faudrait pas que les mandataires pensent que quand tu es nommé mandataire dans une entreprise du portefeuille, c'est les lions. Ce n'est pas la fête, c'est une grosse responsabilité. Parce que tu es en train d'aller vers une société en crise qu'il faudrait sauver. Ce n'est pas la c'est pas une entreprise qui se porte bien, je sais qu'il y a des problèmes, mais il faut avoir cela en tête. Et pour ça, je pense qu'il est vraiment important, même après ces assises, de réunir les mandataires concernés, les conscientiser sur la situation de cette entreprise-là. Ça, c'est un élément important. Et enfin, moi, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de secret. On doit améliorer la gouvernance et la transparence. J'ai parlé de l'information financière ici. Ça pose encore problème. Je crois que tous ceux qui sont passés avant moi dans les panels précédents ont marqué sur cette question-là de la transparence de nos entreprises publiques. En s'inspirant de quel modèle? On n'a qu'à s'inspirer du modèle des entreprises du secteur privé. Et moi, je me permets de vous le dire, on peut s'inspirer du modèle des entreprises de l'industrie bancaire, du système bancaire. Parce que là, c'est assez équilibré avec les sections de la Banque centrale. Donc, je pense que comme dernière recommandation, il est important pour les autorités de penser à savoir comment on peut s'inspirer du modèle des gouvernances des banques. Essayer d'implémenter cela, parce que la plupart des points que j'ai évoqués là, ça tire ses origines de la gouvernance que l'on trouve dans les banques. Et en tant que scientifique, si j'en parle, c'est parce que moi-même, j'ai écrit un ouvrage sur la gouvernance des banques, et je vais même offrir une copie au ministre, à son excellence, et voir dans quelle mesure on peut s'inspirer de ce modèle de gouvernance des banques, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, nos banques sont hyper performantes. Les banques que vous voyez là sont hyper performantes. La rentabilité l'année dernière, c'était 25%. La moyenne. Donc quand on dit rentabilité 25%, c'est-à-dire qu'on est en mesure de récupérer son capital de capital. La moyenne. Donc, je terminerai ma présentation par là. Excellence, monsieur le ministre, j'aimerais bien vous offrir cette copie et surtout, vous recommander vraiment de parcourir les deux initiatives et au besoin, mettre cela en application dans les entreprises du portefeuille. J'ai dit, je vous remercie. Je pense que le professeur a été très clair par cette recommandation. Les principales sont il faut améliorer la gouvernance. La tutelle doit prendre des mesures courageuses et audacieuses. Et il faut s'intéresser aux syndicalistes pour les voir. Au sein d'une entreprise, il n'y a pas que les décideurs, les gestionnaires ou les mandataires. Nous sommes en train de déplorer leur justice. Maintenant, on va se poser la question. Quel est le rôle des syndicalistes quand les gestionnaires sont dans la dérive? Pour cette intervention, nous allons demander à M. Michel Omasso pour nous parler de syndicalisme et de performance des entreprises du portefeuille de l'État entre règles anachroniques et dynamiques de changement. Venez, M. Michel. Excellence, Monsieur le ministre du portefeuille, de tout cœur, je voudrais vous dire merci de m'avoir invité dans ce grand forum. Je m'étais posé beaucoup de questions en disant, mais là où on a invité les chefs d'entreprise, les savants, les personnes d'expérience, qu'est-ce qu'un syndicaliste doit faire? Et en ayant des échanges avec votre cabinet, j'ai été encouragé. C'est pourquoi ma communication de ce jour suivra le schéma suivant, en espérant rencontrer les objectifs de ce forum. Je vais faire un petit saut dans l'histoire syndicale, juste pour 2-3 faits. Et je vais, avant d'aller loin, essayer de comprendre ce que c'est que la performance. Pour positionner la performance telle que nous, syndicalistes, nous les comprenons, en face de ce que les professeurs viennent de dire tout à l'heure, ceux qui cherchent la rentabilité financière, la rentabilité. Si ça passe, je pourrais rapidement voir l'impact du syndicalisme sur la performance.
Prenons un ou deux exemples, comme vous avez vécu. Je prendrai un exemple de la République. Alors, à quelqu'un passé là-bas me dit qu'il a parlé de la Poste. J'en parlerai pour illustrer l'impact. Et puis nous allons voir s'il y a effectivement des règles anachroniques sur lesquelles nous devons travailler. Ces règles syndicales viennent d'où et quelle est leur application actuelle dans notre pays, qu'est-ce que nous pouvons faire. Je vais terminer par une seule recommandation. Si on balance le PowerPoint, il y a 2 3 recommandations. Je vais insister sur une seule recommandation. Alors, avant d'aller loin, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je voulais que l'on sache sur la question? Quand vous parlez avec tous les savants qui sont passés par ici, vous voyez comprendre la croissance économique, de l'efficacité opérationnelle, de l'innovation, de la responsabilité sociale, beaucoup. Ce n'est pas mauvais que les gens puissent se promener, qu'ils puissent apprendre d'autres questions, parce que j'ai vu que mes collègues à la réseaux aujourd'hui des directeurs, mais c'est à ce moment-là qu'ils auront besoin d'apprendre le commercial. Maintenant, il faut qu'ils soient formés sur les éléments essentiels, sur l'entreprise, sur les rôles du syndicat, sur la mission, des choses qui peuvent permettre à ce que le dialogue social soit de qualité. Je n'ai pas envie de continuer l'insuffisance des formations, surtout lorsque vous allez prendre des décisions demain, demandez au ministre du Travail qu'on élève des critères. Pour être délégué syndical, ça ne suffit plus de bien parler. Il faut qu'il y ait un critérium qui nous permet de comprendre des questions ne fût-ce que de ton métier. J'ai déjà travaillé avec un délégué syndical qui était chauffeur, et lorsqu'il fallait acheter les véhicules dans l'entreprise, il y a 2 catégories de véhicules qu'on peut acheter dans l'entreprise, des véhicules utilitaires et des véhicules de service. C'est on donne au dirige. Il dit, bah, nous, on est mal payés, et puis, il a oublié qu'il était engagé chauffeur. Il faut qu'il y ait un véhicule pour qu'il puisse exercer son métier. Sanctionné par la présence du chef de l'État lui-même, qui, au lendemain de la constitution du gouvernement, dans la deuxième, je crois, conseil des ministres, il avait déjà donné le ton pour que les ministres du portefeuille, ou même celui de la justice, puissent organiser les états généraux sur les 2 ministères respectifs que je viens d'énumérer. En ce qui concerne le ministère du portefeuille, les états généraux commencent le lundi, hier et aujourd'hui. Et pour aujourd'hui, je crois que les panélistes nous donnent de la matière en ce qui concerne la maladie qui mine les entreprises publiques du portefeuille. Et entre autres, les problèmes diagnostiqués, c'est justement les conflits qui existent entre les organes statutaires, c'est-à-dire le conseil d'administration. Vous trouverez également les comités de gestion, y compris même les syndicalistes. Donc, mais aussi, il y a un problème d'interprétation des textes. Donc, entre les mandataires, parfois, il y a l'empiètement. En ce qui concerne les conseils d'administration, les conseils d'administration veulent faire le travail qui concerne la direction, et la direction veut également éluder les conseils d'administration. Voilà un peu, en quelques mots, le problème qui mine les